Bien, je vais faire mon petit blabla d'introduction, le temps de faire venir les derniers. Comme ça on pourra commencer pas trop tard. Bonjour à tous, bienvenue. C'est la reprise des conférences IPR, c'est la rentrée en septembre pour toute chose, et donc les conférences IPR recommencent aussi en septembre. Quelques mots sur l'année qui nous attend. On a prévu 9 conférences. J'ai l'impression d'être une star dans la lumière. On a prévu 9 conférences sur tous les mois de l'année jusqu'au mois de mai. On va garder quelques spécificités propres à nos conférences. On aura notre conférence commune entre l'IPR et l'ISCR, les sciences chimiques, qu'on est en train de caser en ce moment. On aura toujours notre conférence commune Institut de physique UMR de philosophie, pour avoir une conférence entre la philo et la physique, qui plaît bien chaque année. On aura toujours un local qui parlera aussi à un moment dans l'année, quelqu'un de notre institut qui fera aussi une conférence dans l'année. Voilà, ça c'est nos spécificités qu'on va relancer cette année parce que visiblement ça plaît bien. Donc voilà, on est en train de concocter la fin du programme, on essaye de vous trouver des invités qui couvrent des domaines vraiment différents, qui nous permettent d'avoir une vision un peu de tous les aspects de la physique moderne. Et justement, pour commencer aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Myriam Panetier-Lecoeur, qui vient donc de la vallée de Chevreuse, qui vient du CEA à Saclay, du service de physique de l'état condensé. Donc Myriam, c'est une spécialiste de magnétisme et d'application de tous ces aspects de magnétisme à la biologie. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus, je pense que les gens ont fini d'arriver. Je vais lui passer la parole. Vous pouvez lui mettre son micro en marche. Myriam, je te laisse présenter ton exposé. Merci beaucoup pour cette introduction et merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être ici. J'ai passé quelques années d'études sur ce campus, jusqu'en ce qui s'appelait à l'époque la maîtrise, et je suis très heureuse de revenir ici. Dans l'exposé que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais vous parler de spin, de magnétisme et de cellules. Et le thème principal, c'est comment on va utiliser l'électronique de spin au service de la biologie. Alors, avant de rentrer dans le cœur de cet exposé, je vais vous parler de signal et de capteur, parce que finalement, ce qui va nous intéresser dans les différents points qu'on va voir, c'est comment on va mettre en place une chaîne de traitement du signal. On va mesurer une grandeur physique, qui va être le champ magnétique, et pour pouvoir après traiter l'information. Donc, ici, j'ai fait une représentation de ce que peut être une chaîne signal-capteur-traitement. Donc, le signal, c'est une grandeur physique qui, en fait, nous donne une information de présence, une information d'activité, c'est une signature, en quelque sorte. Et ce signal, il est lié à une source qui produit le signal. Le capteur va jouer un rôle qui est de convertir cette grandeur physique en une autre grandeur physique. Donc le capteur va percevoir la grandeur, va percevoir le signal et va transformer ce signal en autre chose, en une autre grandeur. Typiquement, ça va être un signal électrique, ça peut être un signal lumineux, qui va permettre un traitement de l'information facilité. Alors, on a des chaînes naturelles, signal, capteur, traitement de l'information. Si on observe un paysage, on va avoir un flot de photons qui va arriver sur notre rétine. Notre rétine va avoir des capteurs spécialisés qui sont des photorécepteurs qui vont transformer le flot de photons en un signal électrique qui va être codé. Ce signal électrique va être transmis par le nerf optique jusqu'aux aires primaires qui sont à l'arrière du cerveau chez l'humain. Et à partir de ce signal qui arrive au niveau du cortex visuel, on va avoir un traitement de l'information et un traitement de l'image par notre cerveau. Il existe aussi des chaînes qui sont des chaînes technologiques. Donc là, si on prend le même exemple, on va avoir toujours notre signal lumineux. On peut recueillir l'information sur un capteur CCD et puis après le traiter avec un appareil numérique. Donc, si on regarde les deux éléments de la chaîne, sans parler du traitement de l'information, on a d'un côté le signal et la source associée, de l'autre côté on a le capteur. On peut utiliser un certain nombre de paramètres qui vont finalement définir à la fois le signal et à la fois le capteur. Et ce sera quand on va mettre en regard ces paramètres qu'on va pouvoir avoir une chaîne qui est optimisée.
Alors le signal, d'abord il y a le type de signal, si c'est un signal lumineux, si c'est un signal électrique, si c'est un signal magnétique. On va avoir des paramètres comme l'amplitude du signal, comme sa fréquence. On va regarder si c'est un signal qui est produit par une source qui est locale ou diffuse, qui est proche ou éloignée. On va avoir également la notion du volume ou de la taille de la source qui vont rentrer en jeu. Et puis l'environnement dans lequel le signal est émis. Est-ce que c'est un environnement qui est bruyant, par exemple, qui est parasité? Est-ce que c'est un environnement de température ou de pression particulière? Donc on peut avoir beaucoup de paramètres variables. Maintenant, si on regarde le capteur, on peut aussi définir un certain nombre de caractéristiques. Alors ce n'est pas une liste exhaustive, mais bien évidemment, il y a la spécificité du capteur. Un capteur ne va pas percevoir n'importe quel type de signal. On parlera du champ magnétique, donc on a besoin d'avoir un capteur qui perçoit le champ magnétique, c'est sa spécificité. On va parler de sensibilité du capteur, on va parler de bande passante. Là encore, la taille ou le volume du capteur vont jouer un rôle important suivant la chaîne de traitement d'information qu'on va vouloir développer. On parlera du bruit intrinsèque du capteur, qui va donner sa limite de détection. Et puis, il y a des éléments comme la dynamique ou comme l'environnement de fonctionnement du capteur. Est-ce que c'est un capteur qui travaille à température ambiante? Est-ce qu'il a besoin d'être refroidi pour fonctionner, etc. Et il y a tout un tas d'autres paramètres. Par exemple, quelle est la puissance dont on a besoin pour faire fonctionner le capteur, qui peut aussi entrer en compte dans le choix du capteur. Alors, dans cet exposé, je vais vous parler de différentes choses. Donc, je vais faire une introduction en fait sur trois aspects. D'une part, les champs magnétiques, puisque c'est le type de signal qu'on va chercher à mesurer. Je vais développer dans quelle mesure la biologie produit du signal magnétique, ce qui n'est pas forcément quelque chose d'évident, et donc, puisque ça va être notre objet d'étude. Puis, je vais introduire la notion d'électronique de spin, puisque c'est le principe physique dont je vais parler aujourd'hui et qu'on va utiliser pour faire une mesure du champ magnétique. Et j'illustrerai ensuite sur trois applications qu'on a effectuées au laboratoire, trois expériences. La mesure magnétique du cycle cardiaque, la mesure locale d'un potentiel d'action musculaire et la mesure locale d'un signal neuronal. Alors je vais commencer par parler de champ magnétique. Donc si on remonte à l'interaction électromagnétique, c'est la seule interaction qui est une interaction à longue portée et qu'on va pouvoir manipuler. On va pouvoir la créer, on va pouvoir la modifier et on va pouvoir la détecter à distance. Et donc si on regarde le champ magnétique, ça c'est un élément qui est très important, c'est justement le fait qu'on puisse le mesurer à distance de la source sans avoir besoin d'avoir un contact physique avec la source, ni un contact visuel avec la source. Donc ça fait quelque chose qui est d'une grande force dans l'application des capteurs magnétiques, en particulier dans le domaine public, parce que justement, on peut mesurer à distance et on peut mesurer sans contact optique. Alors le champ magnétique peut être créé par un aimant. Donc là ici un petit aimant. On vit dans un champ magnétique puisque le champ magnétique terrestre c'est quelque part un gros aimant dans lequel on se déplace à chaque instant. Il peut être créé également par une onde électromagnétique et en particulier par un courant, donc là représenté ici sur un cas de figure assez simple où le courant en traversant un conducteur va générer, suivant la loi de Biot-Savart, des lignes de champ magnétique. Alors, je vais vous donner d'abord une illustration, revenir sur des capteurs qu'on peut trouver dans notre environnement, des capteurs magnétiques qu'on va trouver dans notre environnement quotidien. Un des grands secteurs d'application des capteurs magnétiques, ce sont les automobiles. Donc il y a, dans une automobile moderne, il y a plusieurs dizaines de capteurs magnétiques qui vont servir de capteurs de position, de capteurs de vitesse, de capteurs de courant, et qui vont en fait apporter des informations pour l'aide à la conduite et puis pour tous les asservissements qui sont sur les voitures. Donc illustré ici, on a le système ABS. Donc dans l'ABS, on va avoir un contrôle de la vitesse de rotation des roues pour pouvoir avoir une contre-réaction s'il y a une rotation qui n'est pas maîtrisée. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on veut mesurer la vitesse de rotation des roues quand on n'a pas forcément une caméra, quand on n'a pas forcément un compteur? Comment on fait ça? Alors la façon dont on le fait dans l'automobile, c'est d'utiliser une pièce aimantée, qu'on appelle une cible, qui va être montée sur l'axe de rotation de la roue. Donc c'est représenté ici,
avec des aimants, avec des pôles différents, nord-sud, nord-sud, nord-sud. Ça, c'est placé sur la roue, et à distance de la roue en rotation, on va avoir un capteur magnétique. Donc le capteur ne touche pas la roue, puisqu'évidemment, on ne veut pas provoquer une friction au moment de la rotation. Et quand la roue tourne, on va avoir un profil magnétique, donc qui est représenté ici, et qui va varier en fonction, justement, du passage du système aimanté devant le capteur. Bon, ensuite, ça peut être digitalisé, et donc on va pouvoir ainsi compter le nombre de tours et la vitesse de rotation de la roue. Donc ça, c'est une illustration pour vous montrer en fait combien on peut accéder à une information dans un milieu qui n'est pas forcément un milieu très accessible. Il peut y avoir de la poussière, il y a un manque de lumière, etc. Et néanmoins, sans avoir le contact, on va pouvoir coder une information, et là ici, une information de vitesse. Maintenant, si on s'intéresse aux signaux de champ magnétique, on va avoir des très très grandes variabilités sur un certain nombre de paramètres. Là, j'en ai illustré 3, pour vous montrer un petit peu que finalement, des champs magnétiques, il y en a partout, et ils peuvent prendre des formes très différentes. Alors, il y a une très grande variabilité d'amplitude. Ici, j'ai pris des cas un petit peu extrêmes. Si on regarde l'activité neuronale mesurée à quelques centimètres du haut du crâne, on va avoir des champs de l'ordre de 10-13 Tesla, c'est-à-dire de l'ordre de la centaine de femtotesla. Si on veut prendre un autre extrême, le champ estimé d'une étoile à neutrons, c'est 10 puissance 8 Tesla. Donc là, vous voyez qu'on a 21 ordres de grandeur, d'amplitude entre ce type de champ magnétique. On a aussi une très grande variabilité sur la fréquence. Alors, bien évidemment, si on va mesurer des ondes dans le spectre électromagnétique, si on regarde les composantes magnétiques de signal radio ou autre, on va avoir des mégahertz, on va avoir des gigahertz. Donc là, on a des fréquences très élevées. Et ici, alors les axes sont difficiles à lire, mais ce qui est représenté ici, c'est entre les années 1500 et 2000, c'est la mesure en amplitude, en degré de la variation de la déclinaison magnétique terrestre, c'est-à-dire l'inclinaison du vecteur du champ terrestre, mesuré à Londres. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'on a une périodicité, qui fait à peu près 500 ans. Et il y a des phénomènes même encore plus lents sur le champ terrestre. Donc, là aussi, on voit qu'on a, suivant le type de signal qu'on regarde, quelque chose qui est très variable. On a aussi une variabilité importante sur la taille de la source qui produit le signal. Alors ici, j'ai pris des aimants. J'ai pris un cas assez petit, c'est une nanoparticule magnétique. En fait, ici, c'est un agglomérat de particules. Chacune des particules, elles sont grosses à peu près comme la taille du pointeur. Et donc, elles font 5 nanomètres de diamètre. C'est des nanoparticules qui sont utilisées dans des traitements dits d'hyperthermie magnétique. En fait, on injecte des petites particules magnétiques dans des cellules tumorales et avec une excitation magnétique, on élève la température pour détruire la cellule. Donc là, on a des diamètres très petits. Et dans cette illustration, c'était revenir sur le champ magnétique terrestre. Donc ça, c'est une simulation du champ magnétique. Et évidemment, ça correspond à un diamètre qui est très très grand, puisque c'est les quelques milliers de kilomètres du cœur ferreux de la Terre. Alors, en voyant cette variabilité, on peut déjà en déduire une chose, c'est qu'on ne va pas avoir un capteur qui va tout mesurer. Donc il n'y a pas de capteur universel, et finalement, ça c'est un des messages de cet exposé, c'est de dire le capteur va être vraiment développé et choisi en fonction de l'application. Maintenant, on va s'intéresser, on va regarder d'un petit peu plus près les ordres de grandeur des amplitudes. Alors pour les signaux biologiques dont je parlerai plus tard, essentiellement, je vais vous présenter des signaux qui sont à relativement basse fréquence. Donc, dans cette échelle, je présente des centres de grandeur d'amplitude de signaux à basse fréquence ou de signaux statiques. Donc, c'est une échelle qui est en Tesla sur 15 ordres de grandeur. En haut de l'échelle, on va trouver les champs statiques qui sont utilisés dans les IRM médicales, donc typiquement 1,5 ou 3 Tesla. Vos aimants de frigo, ils sont à peu près là. On va avoir quelques dizaines de millitesla. Le champ magnétique terrestre est ici. Le bruit urbain, c'est-à-dire si on fait une mesure magnétique dans un laboratoire ou à l'extérieur en ville, on va avoir typiquement des choses qui sont du micro-tesla ou des dizaines de nanotesla.
Et puis après, on peut avoir des signatures magnétiques d'objets qui contiennent des métaux ferreux, par exemple, ou bien qui contiennent des courants. Et suivant la distance, on va avoir des champs qui sont plus ou moins grands, puisque le champ magnétique va être atténué en fonction de la distance entre la source et le capteur. Donc une voiture à 50 mètres va produire un champ de l'ordre d'une nanotesla, un tournevis à 5 mètres, un champ un petit peu inférieur. Et après, si je regarde par exemple un circuit intégré ou un transistor, là ça va être le courant qui va passer dans le circuit ou dans l'élément, qui vont produire des champs extrêmement petits. Typiquement, le transistor à 1 mètre, il va produire un champ d'une centaine de femtotesla. Donc là, vous voyez, on a des ordres de grandeur également sur ces champs-là. Alors, comment on va mesurer le champ magnétique? On va pouvoir utiliser plusieurs principes physiques, et ces principes physiques, en fait, on va mesurer une grandeur qui va varier avec le champ magnétique. Donc, on va parler de magnéto-impédance, c'est une impédance qui varie avec le champ magnétique. Moi, je vais vous parler de magnétorésistance, etc., etc. Il y a de nombreux principes, je ne vais pas les détailler ni les énoncer, mais où justement, il y a une grandeur variable en fonction du champ. Alors, on peut le mesurer soit directement, et dans ces cas-là, on a un capteur de champ. Je l'ai illustré ici par un capteur qui est connu et utilisé, enfin qui repose sur un effet qui est connu depuis très longtemps, qui est l'effet Hall, et où en fait, donc dans un conducteur, on va avoir une déflexion des électrons en fonction du champ impliqué, et si on mesure la tension transverse, on va avoir une tension qui dépend directement du champ. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très utilisé pour faire des capteurs de champ, avec une sensibilité moyenne, mais ça fonctionne très largement. On peut aussi mesurer non pas le champ directement, mais on peut intégrer le champ sur une surface. Et dans ces cas-là, on va parler d'un capteur de flux. Donc un capteur de flux, un exemple peut-être le plus connu, c'est une bobine pour mesurer un champ radio, un champ radiofréquence. Donc ce qui va se passer, alors ici c'est une illustration avec un capteur qui est accordé. On va intégrer le champ magnétique sur une certaine surface, donc le flux va être proportionnel au champ intégré sur cette surface, et on va avoir une tension qui va être dépendante du différentiel du flux intégré sur le temps. Donc ici avec un facteur de qualité lorsqu'on a une bobine accordée. Donc dans ce deuxième cas, dans ce deuxième principe de mesure du champ magnétique, on voit que plus le capteur va être grand, plus la surface va être grande, meilleure sera la sensibilité, puisque finalement on va être proportionnel à la surface sur laquelle on intègre. Et en effet, ça m'amène en fait à vous présenter ce diagramme où il y a beaucoup de choses, mais où il y a surtout une ligne directrice. Donc dans cette courbe, ce sont des références en fait à des articles assez récents qui montrent un petit peu l'état de l'art de sensibilité en champ magnétique pour tout un tas de principes physiques qui peuvent être développés. Alors les principes physiques qui sont énoncés ici, je ne vais pas les détailler. On retrouve l'effet Hall dont je vous ai parlé précédemment. Je vous parlerai de l'électronique de spin. Et après, on a tout un tas d'autres principes. Cette courbe, elle montre la limite de détection en Tesla. Alors, on est en train de regarder des champs qui sont très petits, puisque le champ terrestre, je vous l'ai indiqué, il est ici à peu près. Donc là, on est vraiment sur des champs extrêmement petits. En fonction de la taille, ou on va dire de la résolution spatiale du capteur, donc qui correspond aussi à son encombrement. Et ce qu'on voit sur cette courbe, c'est que finalement, il y a une tendance générale, c'est-à-dire que plus vous voulez mesurer un champ qui est petit, plus vous allez avoir besoin d'un capteur qui est relativement grand, ou alors vous allez perdre en résolution spatiale. Si à l'inverse, vous voulez mesurer un champ magnétique sur une résolution spatiale qui est très très petite, donc typiquement sur des nanomètres, ça va se faire au détriment de la sensibilité, et en gros, vous allez pouvoir mesurer des champs donc, sur de très petites tailles, mais qui vont plutôt être de l'ordre du microtesla. Et ça, quel que soit le principe physique. Et par rapport à ce que je vous disais précédemment, quand on regarde dans les capteurs qui sont les plus sensibles, donc qui sont dans cette partie de la courbe, la plupart d'entre eux sont des capteurs de flux. C'est-à-dire qu'on va intégrer sur des surfaces qui sont assez grandes et justement qui vont permettre d'avoir une très très grande sensibilité. Alors maintenant que je vous ai parlé un petit peu de champ magnétique, je vais vous parler de biologie et je vais vous raconter un petit peu dans quel cadre on peut trouver du magnétisme dans la biologie. Alors le magnétisme,
dans la biologie. Je l'ai classé un peu arbitrairement en 3 catégories et je m'intéresserai surtout à la première. Donc comment est-ce qu'on crée du champ magnétique? On a d'abord un signal magnétique qui est un signal naturel, c'est-à-dire que les cellules, les organismes vivants, pour un certain nombre d'entre eux, ont une activité électrique qui va produire un champ magnétique, puisqu'on va avoir des petits courants qui vont fonctionner, qui vont circuler, et donc qui vont donner lieu à des potentiels électriques, mais également à des champs magnétiques. Donc ça, c'est ce que j'appelle les signaux naturels. Je vais revenir après dessus. Ensuite, on a des signaux que j'appelle les signaux induits. Alors ça correspond au type de signal qu'on va obtenir quand on fait des expériences de résonance magnétique nucléaire sur le vivant. Donc la résonance magnétique nucléaire, la RMN, ça va être un système où en fait on va détecter la réponse des spins nucléaires de la matière qui est étudiée. Alors pour ce faire, on va appliquer un champ statique. Donc, quand je vous ai montré l'aimant d'IRM, on applique un champ de l'ordre du Tesla. Et on va envoyer un signal excitateur à une fréquence particulière, qui est la fréquence de l'Armor, et qui va exciter les spins nucléaires. Et on va regarder quelle est la réponse. Et en fait, la réponse va être conditionnée par la densité de la matière, la densité des noyaux dans les tissus, par exemple. Et elle va être aussi conditionnée par l'environnement chimique. Donc avec cette technique où on excite avec un certain signal et où on recueille un signal magnétique et on regarde un petit peu les différences, on va pouvoir on va avoir de l'information sur l'anatomie, donc ça c'est une présentation d'une IRM en coupe de cerveau, et on va avoir aussi la possibilité de faire de la spectroscopie et d'avoir donc une information chimique sur les composants qui sont présents et donc un peu sur le métabolisme. La troisième catégorie, c'est ce que j'ai appelé les signaux étiquetés. Alors ici l'idée c'est on va chercher à détecter par exemple en très petite quantité des cellules, et c'est des cellules qui elles-mêmes n'ont pas de signature magnétique. Donc on va leur en créer une. On va prendre des nanoparticules, comme celles que je vous ai présentées tout à l'heure, donc des choses assez petites, et par un certain traitement, on va fixer des anticorps qui vont se fixer sélectivement sur les cellules qu'on cherche à détecter. Et puis ensuite, on va prendre donc, le prélèvement préparé, et on va pouvoir, en faisant passer les cellules avec leurs petites particules attachées dans un canal, par exemple, on va pouvoir détecter la présence de la cellule grâce à la signature magnétique de la petite bille qui est attachée. Donc ça, c'est le principe des biopuces magnétiques, et donc ils permettent de détecter des quantités très très faibles de cellules dans des prélèvements qui sont tout petits. Alors, dans la suite de l'exposé, je vous donnerai des illustrations sur les premiers types de signaux, c'est-à-dire les signaux qui sont produits naturellement par les cellules ou par les organes. Alors si je détaille un peu plus, on a une représentation qui illustre ça ici. Donc ça c'est une représentation dans le cerveau humain. Donc on va avoir des neurones. Ces neurones font partie des cellules excitables. Alors les cellules excitables, c'est les nerfs, c'est les muscles, c'est donc les neurones. Et en fait, ils vont être parcourus par des courants qui sont dus au mouvement ionique. Et c'est ça qui permet de transmettre l'information, de lancer une information. Par exemple, sur le circuit musculaire, on va avoir un ordre qui va partir du cerveau, qui va transiter de façon électrique à travers les nerfs, puis arriver aux muscles et imposer la contraction. Donc tout ça, ça va se faire par des petits courants, et ces courants vont eux-mêmes générer à la fois des potentiels électriques et en même temps des champs magnétiques. Alors, on peut faire une mesure électrique, ça c'est des techniques qui sont utilisées très fréquemment pour étudier finalement les phénomènes de transmission de l'information dans les cellules ou dans les organes. Donc pour faire ça, on a besoin de se mettre en contact avec les tissus, on va utiliser des électrodes, et on va mesurer les potentiels électriques. Donc on va voir les changements de potentiel et on sait qu'il y a une information qui va passer. La mesure magnétique, elle présente l'intérêt de ne pas avoir besoin d'être en contact direct avec la cellule, puisque, comme on l'a vu précédemment, l'information, elle va finalement être transportée. Elle va être un peu atténuée, plus on s'éloigne, plus le signal va être petit, mais on n'a pas besoin de toucher la cellule ou l'organe. Et d'autre part, on va avoir accès aussi à l'amplitude du phénomène, donc savoir qu'il y a un courant qui passe, mais en plus de la mesure électrique, ici on a une mesure, quand on mesure le champ magnétique, qui est une mesure vectorielle. Et ça c'est important parce que ça nous donne une information supplémentaire qui est la directionnalité. C'est-à-dire que la valeur du champ magnétique
mesuré sur un courant va changer de signe en fonction du sens du courant. Donc si on veut utiliser ces principes-là pour faire de l'instrumentation, pour étudier la transmission d'informations dans un système comme le cerveau, c'est intéressant de savoir finalement d'où vient le signal et où il va, et pas simplement de savoir qu'il est passé. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Les fréquences dont on parle, c'est typiquement inférieur au Hertz jusqu'à quelques kilohertz. Ça, c'est vraiment les fréquences typiques des signaux qui sont soit au niveau des cellules, soit au niveau des organes comme le cœur ou le cerveau. Alors, donc comme je vous le disais précédemment, en fait, on va retrouver ce type de signaux dans les muscles, dans les nerfs, au niveau des organes du cerveau, du cœur, ou bien au niveau des neurones. Et dans les illustrations que je présenterai dans la dernière partie de mon exposé, je vous présenterai des expériences qu'on a réalisées sur ces trois éléments. Alors maintenant, quelle est la taille des signaux dont on parle? Je reprends mon échelle de tout à l'heure et je les mets à droite. C'est des signaux qui sont très petits parce que les courants dont on parle sont relativement petits. Et c'est des signaux, comme je vous le disais, qui sont plus petits quand on les mesure plus loin. Donc si on veut faire des mesures non invasives du signal cardiaque ou du signal neuronal, donc on se met à l'extérieur de l'organisme, on va avoir des signaux qui sont très petits. Donc typiquement, le signal neuronal, c'est quelques centaines de femtotesla. Le signal cardiaque, c'est de l'ordre du picotesla. On voit qu'on est très inférieur au champ terrestre et on est même très inférieur au bruit environnemental. Si on se rapproche de la source, si on met des sondes de plus en plus près et donc on fait des mesures dans les tissus, des mesures invasives, on va avoir un signal qui est plus grand et le signal qui est attendu pour une signature neuronale ou musculaire à quelques dizaines de microns, c'est à peu près le nanotesla. Alors maintenant, je vais vous présenter l'électronique de spin, qui est le principe physique sur lequel on va construire nos capteurs pour aller mesurer les signaux dont je vous ai parlé juste avant. Alors, l'électronique de spin, ça part du spin électronique. Tout à l'heure, j'ai évoqué le spin nucléaire pour l'IRM. Là, maintenant, on est sur le spin électronique et sur les électrons qui vont avoir un transport. Alors, c'est une grandeur qui est quantifiée avec un signe plus ou moins 1,5. Donc ici, j'ai une représentation schématique de ce qu'on va appeler les spin up et les spin down, qui sont les deux populations de spin qu'on va retrouver dans nos matériaux. Et en particulier, si on s'intéresse aux matériaux ferromagnétiques, on va avoir des comportements qui sont différents en termes de conduction pour les deux populations de spin. Alors ici, j'ai représenté la fonction d'onde en fonction de l'énergie pour trois matériaux différents. Un matériau qui n'est pas magnétique, qui est le cuivre, donc un métal non magnétique, le cobalt et le fer, qui sont deux métaux magnétiques. Et donc, cette représentation-là nous montre les densités d'état. La ligne hachurée, c'est le niveau de Fermi. Donc c'est là où on va trouver les électrons qui vont contribuer à la conduction. Dans le cuivre, ce qu'on peut voir, c'est que sur la population de spin-up, on a la même densité d'état que pour la population de spin-down. Donc finalement, on va avoir le même type de conduction dans les deux populations de spin. Ça va être un petit peu différent si on prend le cobalt ou le fer. Où cette fois-ci, comme c'est des métaux ferromagnétiques, on va avoir un champ interne, c'est ce qui donne lieu à l'aimantation du matériau, et ça va décaler les bandes d'énergie. Et donc, au niveau de Fermi, on va avoir clairement des niveaux disponibles qui ne sont pas les mêmes pour les spin-up ou pour les spin-down. Ici, c'est inversé pour le fer. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'on va avoir une conduction qui va différer suivant la population de spin, et ça a été décrit par le modèle de Campbell-Fert. Alors, l'électronique de spin, elle va finalement exploiter l'influence du spin sur la mobilité des électrons, et sur le fait aussi qu'on va pouvoir jouer avec le champ magnétique externe pour changer le transport. Alors ça peut être décrit avec ce système qui est proposé, qui est la description du modèle à deux courants proposé par Mott en 1935. Donc dans ce système, on va prendre deux matériaux ferromagnétiques représentés en bleu. Les flèches présentent les aimantations de ces matériaux et on sépare par un matériau non magnétique.
Si je prends le premier cas de figure, on va avoir une population de spin dont la conduction va être facilitée dans le matériau ferromagnétique. Donc cette conduction va permettre à cette catégorie de spin de passer avec une résistivité faible. Tandis que l'autre population va, elle, au contraire, avoir une conduction moins facilitée et donc pouvoir avoir un transport moins facilité. On peut représenter ça par un système où on a des résistances en parallèle. Donc ici, on va avoir 2 résistances faibles pour cette population de spin, en parallèle avec 2 résistances élevées. Donc on va avoir globalement une résistance relativement faible, puisqu'on a une population qui passe facilement. Si maintenant j'inverse l'aimantation qui est présente sur une des couches ferromagnétiques, je me retrouve cette fois-ci, du coup, dans une situation qui est symétrique, où chacune des populations de spin va traverser une des couches facilement, mais pas la seconde. Donc si on reprend notre modèle à 2 courants, on va voir que dans chacun des cas, on va avoir une résistance faible en série avec une résistance élevée. Donc la résultante de cette situation, c'est une résistance qui va être plus élevée. On peut voir ce système finalement avec un analogue. Donc ça, c'est un système de filtre de spin. Et c'est un analogue optique avec la situation de l'analyseur-polariseur. Quand on croise les lames, on va avoir la lumière qui ne va plus passer. Alors la différence, c'est que sur la situation optique, c'est quand on est à 90 degrés qu'on bloque. Ici, c'est quand on est à 180 degrés. Alors, un point important également sur l'électronique de spin, c'est que ça ne va s'appliquer que si on a une condition de distance de l'électron, de transport de l'électron, qui est inférieure à une certaine longueur, ce qu'on appelle la longueur de cohérence de spin. C'est-à-dire qu'à partir d'une certaine longueur de propagation de l'électron, il va rencontrer un certain nombre de collisions et il va perdre sa cohérence de spin. Donc pour avoir cet effet, ça va se produire que si on est inférieur à cette longueur, qui est typiquement de l'ordre de quelques nanomètres à température ambiante. Donc pour pouvoir voir ce phénomène et l'exploiter, on va utiliser des couches qui ont typiquement des épaisseurs nanométriques. Et tout le développement dont on va parler après est très très lié au développement technologique des dépôts de couches très très minces et très contrôlés sur leur épaisseur. Alors, il y a eu donc des découvertes expérimentales associées donc au principe de l'électronique de spin. Alors, il y a une première découverte qui avait été réalisée ici à Rennes par Julière en 1975 sur la magnétorésistance tunnel. Et en 1988, alors en parallèle, l'équipe d'Albert Fert à Orsay et de Peter Goldberg à Jülich en Allemagne ont découvert l'effet de la magnétorésistance géante qui leur a valu le prix Nobel de physique en 2007. Alors ici, ça c'est une courbe qui est extrait des résultats qui avaient été obtenus par le groupe d'Albert Fert, où c'est un système de multicouches, où finalement on applique un champ pour tourner l'aimantation des couches successivement. Et en effet, on voit que si on mesure la résistance en fonction du champ appliqué, on a une différence, une chute importante de la résistance normalisée, ici de 80% à basse température, ce qui a donné le nom de magnétorésistance géante à cet effet. Donc, l'électronique de spin, c'est une électronique qui va utiliser le transport électronique, pas seulement en considérant la charge, mais également en considérant le spin. On va utiliser le fait que le champ magnétique va modifier le transport et que ces propriétés de transport sont conservées sur des distances qui sont de l'ordre du nanomètre et donc on est associé aux technologies de film mince. Alors, l'application massive de l'électronique de spin, ça a été pour les têtes de lecture de disques durs. Alors, la technologie, c'est de dire, on a gagné, grâce à cette technologie, on a une très très grande sensibilité et on a des éléments qui peuvent être faits de très petite taille. Donc, on va pouvoir densifier les disques durs qui contiennent l'information magnétique et donc on va avoir des ordinateurs avec des densités de stockage qui vont être de plus en plus grandes. Et en effet, il y a eu tout de suite, les industriels ont vu l'intérêt et les possibilités de ces principes, puisque en 1997, donc moins de 10 ans après les découvertes expérimentales de la GMR, les technologies qui étaient utilisées, qui étaient des magnétorésistances anisotropes, ont été remplacées donc là par IBM
par la technologie GMR et en gagnant tout de suite 100% dans la densité d'aire de stockage. Ici, on a une représentation donc, de cette densité en gigabits par inch carré en fonction des années. L'apparition de la GMR, elle est ici, et effectivement, on voit qu'on a une croissance qui est très très grande. En 91, on avait à peu près 0,1 gigabit par inch carré, en 2005, on avait 100 gigabits par inch carré. Actuellement, il y a toujours 400 millions de disques durs qui sont produits par an, ça fait à peu près 12 par seconde. Donc ça a été vraiment une application extrêmement massive de ces principes. Il y a également des applications dans le cadre des mémoires magnétiques, ou M1, que je ne développerai pas aujourd'hui. Et maintenant, de plus en plus, on utilise ces principes dans les capteurs. Je vous illustrais tout à l'heure l'utilisation dans les capteurs automobiles. Tous les grands groupes qui fabriquent actuellement des capteurs pour l'automobile sont en train d'implémenter les technologies d'électronique de spin. Alors, pour faire un capteur, on a besoin d'utiliser un principe qui a été proposé par Bernardini en 95, qui s'appelle, en 91, pardon, qui s'appelle la vanne de spin. Alors, on reprend notre système précédent, où on a deux couches ferromagnétiques séparées par une couche non magnétique. Mais cette fois-ci, on va fixer l'aimantation d'une des deux couches, qu'on va appeler la couche piégée, et seule la deuxième couche ferromagnétique va pouvoir voir son aimantation bouger dans le champ magnétique externe, donc dans le champ qu'on va chercher à mesurer. Ça, c'est la couche d'équilibre. Donc si on reprend l'alignement, on voit qu'on a toujours le même schéma, c'est-à-dire une population de spin qui passe facilement une résistance faible, et lorsque celle-ci tourne, on va avoir une résistance élevée. Donc, je vais reprendre maintenant le capteur, je vais regarder un petit peu, je vais faire tourner progressivement l'aimantation pour voir ce qui se passe quand on mesure sa résistance ou sa tension de sortie. Donc, c'est des couches minces. Alors, en général, il n'y a pas simplement 3 couches, c'est plus compliqué que ça, on va mélanger tout un tas de matériaux, mais bon, le principe reste le même. Une couche piégée, donc là qui est représentée en bas, avec la flèche rouge pour présenter son aimantation, une couche libre et un espaceur. Ça va être déposé sur un substrat, typiquement ça va être du silicium, et ça peut être fait sur des très grandes tailles. Alors, comme je vous le disais, quand les deux... Donc ça c'est mon champ extérieur, ça va être le champ qu'on va chercher à mesurer. Lorsqu'il est appliqué dans cette direction-là, on a les deux aimantations parallèles, on a l'état de résistance faible. Si maintenant j'applique le champ dans l'autre direction, à 180 degrés, on a les aimantations en état opposé, on a la résistance forte. Mais ce qui va être le plus intéressant quand on va faire un capteur, c'est ce qui va se passer entre les deux. Et on va faire en sorte qu'autour de 0, l'aimantation de la couche libre soit à 90 degrés, et quand on applique un petit champ, elle va tourner soit dans un sens, soit dans l'autre, et en fait on va avoir ici une variation qui va dépendre de l'angle entre donc la couche libre, entraînée par le champ qu'on applique, et puis la couche piégée. Et donc ici c'est intéressant parce qu'on a une variation relativement linéaire autour de 0, et avec une pente qui est très très grande par rapport au champ appliqué. Donc pour les applications capteurs, c'est dans la partie centrale qu'on va fonctionner, puisque finalement la tension de sortie va nous donner la valeur du champ magnétique qu'on mesure. Là vous voyez les échelles, c'est des millitesla. Ici, on ne distingue même pas, en fin de compte, le détail de la précision de ce capteur. Alors, avant de passer sur les performances, je voudrais revenir sur un point, c'est le bruit intrinsèque du capteur. J'en ai parlé un tout petit peu, et ça s'applique également pour les capteurs magnétiques. Donc, si je mesure mon capteur, voilà, j'ai cette réponse-là. Maintenant, si je regarde très très près de 0, et que j'applique un tout petit champ, puisque c'est ce que je vais chercher à faire quand je vais faire des mesures de signaux biologiques. Donc là, c'est une expérience ça c'est un enregistrement que j'ai fait la semaine dernière. On applique un champ sinusoïdal sur le capteur, ça c'est un champ à 30 Hz, avec une petite bobine. Je mesure, ça c'est mesuré directement en fonction du temps, c'est ce que vous mesurez sur votre oscilloscope. Ben, j'ai la variation de mon champ appliqué. Mais si maintenant je coupe le champ appliqué, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe ça. C'est-à-dire que j'ai quand même des petites fluctuations de tension. Et ces fluctuations de tension, là, on est mesuré dans une chambre magnétique blindée, donc ce n'est pas l'environnement, c'est vraiment le bruit intrinsèque de mon capteur. C'est-à-dire qu'il y a des petites fluctuations. On a un capteur avec qui a une certaine température, qui a éventuellement des éléments magnétiques qui peuvent bouger un petit peu. Et donc, ça fluctue.
Alors ça va me donner la limite de détection, parce que vous voyez bien que si j'applique ici un signal sinusoïdal qui est plus petit que ça, je ne vais pas pouvoir le sortir. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin, cette courbe-là, bon, elle me dit qu'il y a des fluctuations, mais finalement, on voit déjà qu'il y a plein de composantes différentes de fréquences. Donc, pour étudier cela, on va faire ce qu'on appelle la densité spectrale de bruit, et en fait, on va mesurer le niveau de fluctuation associé à chaque fréquence. Donc ça, c'est les courbes qu'on obtient, donc qui sont déduites des mesures qu'on a vues juste avant. Et finalement, là, je regarde sur le domaine basse fréquence, on est entre 1 Hz et 10 kHz, qui va être le domaine qui va nous intéresser par la suite. Et effectivement, on voit qu'on a une certaine variation des fluctuations. On a ce qu'on appelle du bruit en A sur F, et ce bruit en A sur F est d'autant plus grand que la fréquence est faible, puisqu'il varie inversement comme la fréquence. Et donc, on va pouvoir quantifier la limite de détection de notre capteur. Alors, pour faire cela, le signal que j'envoie, comme je connais son intensité, en nanotesla, je vais pouvoir convertir la tension que je mesure en recalibrant par rapport au signal envoyé. Donc là, typiquement, j'ai envoyé un signal qui faisait presque 1 microtesla. Donc je recalibre, et ici, j'ai la limite de détection en fonction de la fréquence. Donc sur le capteur, je vois que j'ai du nanotesla quand je suis au-dessus de 500 Hz, et je vais plutôt avoir une dizaine de nanotesla lorsque je suis inférieur à 10 Hz. Donc ça va me donner vraiment quels sont les champs les plus petits que je vais mesurer suivant la fréquence des champs que j'étudie. Donc, pour caractériser un capteur, on va d'abord mesurer la résistance en fonction du champ appliqué. Donc ici, la pente autour de 0 va nous donner la sensibilité du capteur, et on va faire la mesure de densité spectrale de bruit qui va nous définir quelle est la limite de détection en fonction de la fréquence. Alors, le capteur GMR, si je résume un petit peu, il est sensible au champ magnétique qu'on va appliquer dans le plan, donc il a un axe de sensibilité. Il a une limite de détection à basse fréquence qui va être de l'ordre du nanotesla par racine de Hertz. On peut le miniaturiser, donc on va pouvoir faire des capteurs de taille micronique. Il opère sur une très large gamme de températures, qui va travailler il travaille à l'hélium liquide, et puis il va travailler jusqu'à plus de 150 degrés à peu près. Et également de fréquences, même si dans nos applications on va s'intéresser aux basses fréquences, il est sensible largement jusqu'au gigahertz. Alors, si je reprends à nouveau mon échelle, voilà la gamme de sensibilité qu'on va pouvoir atteindre avec des capteurs GMR. C'est un petit peu inférieur au nanotesla, et on peut aller jusqu'à quelques dizaines de millitesla de gamme sur certains capteurs. Donc, dans les applications, maintenant, on va regarder 3 applications. Et on va regarder le signal neuronal musculaire à l'échelle locale, et on va regarder le signal cardiaque. Alors, la mesure du signal cardiaque, donc ça c'est un travail qu'on a effectué en collaboration avec l'université d'Aalto en Finlande et avec le laboratoire Neurospin SEA à Saclay. Je reprends mon échelle et en fait je vois qu'il y a un petit problème, c'est que mon capteur il est sensible, mais il n'est quand même pas de l'ordre du picotesla par racine de Hertz. Donc, pour mesurer un signal cardiaque dont j'attends une amplitude du picotesla, il va falloir que j'utilise une astuce. Alors l'astuce qu'on a proposée, c'est que notre capteur GMR, c'est un capteur de champ. Si je le transforme en capteur de flux, je vais peut-être pouvoir augmenter sa sensibilité. Et en effet, c'est ce qu'on a fait en proposant le principe du capteur mixte. Donc dans ce capteur-là, on va utiliser une boucle supraconductrice, qui dans le schéma est présentée en jaune, et qui va agir en fait comme une lentille magnétique pour augmenter localement le champ mesuré en l'intégrant sur une grande surface, de telle façon qu'il soit suffisamment grand pour être mesuré par le capteur GMR. Alors comment ça va se passer? Le champ qu'on cherche à mesurer, donc notre champ magnétique cardiaque, il va être appliqué ici perpendiculairement. Le matériau supraconducteur, qui est refroidi en dessous de sa température donc de transition, va réagir en cherchant à s'opposer à ce champ magnétique et va créer en fait un courant qui est un super courant qui va tourner dans la boucle donc pour s'opposer au champ appliqué. Il va être d'autant plus grand que la boucle est grande puisqu'on va intégrer sur une grande surface. On va faire passer ce super courant dans une partie de la boucle qui est beaucoup plus petite. Et donc ici, on va avoir une très grande densité de courant
et par conséquent, localement, on va avoir un champ local qui va être amplifié. Et on positionne notre capteur GMR à cet endroit-là. Donc on a ainsi amplifié localement le champ appliqué. Ça, c'est une photographie d'un wafer 4 pouces sur lequel on a fabriqué des capteurs avec un supraconducteur à haute température critique. Et là, vous avez le capteur en entier. La boucle noire, c'est le supraconducteur. Et ici, c'est la construction qui fait quelques microns de large. Alors, pour évaluer les performances du capteur, donc la première chose, c'est quel gain on va avoir. Typiquement, c'est de 100 à 1000. Et là, ça dépend évidemment des dimensions de la boucle. Il va fonctionner à basse température puisque la boucle est supraconductrice, donc ça va être soit à 4 Kelvin si on utilise du niobium, soit à 77 Kelvin si on utilise de l'IBAQO qui a un supraconducteur haute température critique. Et on va atteindre une limite de détection de l'ordre du picotesla au femtotesla. C'est ce qui est montré ici. Donc là, c'est à nouveau la densité spectrale de bruit convertie en picotesla. Et en effet, ça c'est un picotesla, et on voit que jusqu'à 10 Hz, on est même en dessous du picotesla, dans le cas de ce capteur-là. Alors, pour faire les mesures, ça c'est un schéma de l'expérience. On a un volontaire qui est donc allongé sur le dos. Au-dessus de son torse est placé le cryostat dans lequel est positionné le capteur, donc avec le liquide cryogénique, avec une double paroi isolée, donc soit de l'hélium, soit de l'azote. Et donc on va faire une mesure, on a tout un système après d'amplification, etc., pour aller vers l'acquisition. Donc ça c'est une expérience qui est réalisée dans une chambre magnétique blindée. Donc je vous rappelle, c'est des signaux de l'ordre du picotesla qu'on attend. Si on se met dans un laboratoire, le bruit du laboratoire il est au-dessus du nanotesla. Donc on va mesurer le bruit du laboratoire, on ne va pas mesurer le bruit du signal qui nous intéresse. Donc ça a été réalisé dans la chambre blindée de Neurospin, qui permet justement d'atténuer le bruit extérieur, le bruit électromagnétique. Alors, sur la mesure, on peut mesurer à plusieurs endroits au-dessus du torse. Donc, on n'a pas de contact, on n'a pas de pose électrode. Et ça, c'est une représentation donc, des mesures qui ont été faites avec deux capteurs différents, avec deux endroits différents. Donc, ça, c'est le contrôle justement avec une mesure par électrode. Et on voit qu'effectivement, on a un signal qui n'est pas le même suivant la position, ce qui est normal puisqu'on est en train de regarder un dipôle de courant, donc le dipôle qui active le cœur et qui va, suivant l'endroit où on le regarde magnétiquement, qui va changer la forme du signal. Pour aller plus loin, on va faire une cartographie en prenant des mesures à plusieurs endroits. Donc chacune des traces représente la mesure qui a été effectuée à l'endroit de la trace. Et donc on voit le signal qui effectivement est très différent et qui sur certaines composantes s'inverse puisqu'on regarde de part et d'autre. Ensuite, on va pouvoir tracer les isocontours magnétiques obtenus par cette mesure et à partir des isocontours, remonter au dipôle de courant qui s'active pendant le cycle cardiaque. Alors, dans cette image, ici on a le cycle cardiaque, donc un cycle complet, et on a le pic QRS, puis l'onde T, et lorsqu'on fait la cartographie donc sur ces deux moments particuliers, on voit, donc ça c'est des dimensions qui sont en centimètres au-dessus du torse, on peut localiser le dipôle de courant, on peut voir son orientation et son amplitude, et on voit effectivement que le signal électrique se déplace et change un petit peu d'orientation en fonction du cycle cardiaque. Donc ça permet de remonter, de faire une cartographie magnétique et d'avoir une reconstruction qui est à la fois temporelle et spatiale de l'activité du dipôle de courant dans le cycle cardiaque. Donc ici sur un cycle normal, mais quand il y a des anomalies, on voit très clairement apparaître des isocontours qui sont différents. Donc ça, c'est la première expérience que je voulais vous montrer. Maintenant, je vais vous présenter une deuxième expérience, où cette fois-ci, on va se rapprocher de la source, on va se rapprocher des tissus, et donc on va s'affranchir du système avec la boucle supraconductrice, etc., puisque le signal va être plus grand. Alors cette expérience, c'est une expérience qu'on a réalisée en collaboration avec le laboratoire unique à Gif-sur-Yvette, et qui consiste à mesurer un potentiel d'action musculaire. Alors, reprenons l'échelle. Donc, le signal qu'on attend, c'est un signal de l'ordre du nanotesla. Cette fois-ci, on va pouvoir utiliser un capteur GMR directement à température ambiante. Alors, le système qu'on a étudié, c'est une expérience qui s'est faite in vitro sur un système
qui est le muscle squelettique, qui s'appelle le muscle soleus, qui se trouve dans la patte arrière d'une souris. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise ce système? C'est parce que, en fait, on a un système modèle qui est assez simple en géométrie et sur un mécanisme qui est relativement simple. Donc les cellules musculaires, ça c'est un schéma et ça c'est une illustration au centre. Elles ont un nerf qui se situe au centre de la structure et donc chacune des fibres musculaires est reliée à une seule synapse qui provient du nerf par lequel va arriver l'information. Donc c'est des cellules qui sont excitables et qui vont aussi générer des unités qu'on appelle des potentiels d'action et à l'instar des neurones, c'est-à-dire c'est la propagation par des courants ioniques d'une information qui va entraîner un certain nombre de phénomènes et ici qui va entraîner la contraction musculaire. Donc dans la chaîne, on a un potentiel d'action nerveux donc, qui arrive comme commande dans le nerf, qui va arriver et se propager dans les muscles et qui vont, sous la commande du potentiel d'action musculaire, se contracter. Donc c'est un signal qui est assez rapide. Ici, si on stimule par le nerf, on va stimuler toutes les cellules de façon synchrone et parallèle, et donc on va avoir un signal qui va s'additionner. Ici, si on fait une mesure magnétique, l'information à laquelle on cherche à accéder, c'est les courants axiaux. Il n'y a pas d'autre technique pour accéder, pour mesurer cela que par mesure magnétique. Donc c'était pour ça que ça nous semblait un système modèle. Alors pour le schéma de l'expérience, on va faire donc une stimulation électrique à travers le nerf et on va mesurer ce qui se passe au niveau du muscle. On va répéter plusieurs fois pour faire une moyenne et pour voir notre signal. Donc, si on regarde ce qui se passe de part et d'autre du muscle, quand on excite le nerf, on va avoir la propagation du potentiel d'action aux deux extrémités, à la fois vers la droite et vers la gauche. Et donc, vous voyez que quand on va avoir des courants axiaux qui partent à droite, on va créer un champ magnétique dans une certaine direction. Et lorsqu'on part à gauche, comme justement on a inversé la direction, on va inverser le signe du champ magnétique qui est attendu. Donc, on s'attend à un champ magnétique de polarité opposée. Alors ça, c'est le schéma d'expérience. Donc, on va avoir un capteur planaire avec 3 éléments GMR qui vont faire la mesure, et on dispose le muscle au-dessus des capteurs. Donc ça, c'est une photographie de l'expérience. Donc les capteurs sont positionnés ici. Vous pouvez voir ici le muscle et donc les capteurs un peu en transparence. Un peu plus difficile à voir peut-être, mais ici il y a le nerf donc, qui arrive dans la pipette de stimulation. Et c'est là qu'on envoie le signal d'excitation qui va ensuite se propager de part et d'autre. Et après, le muscle se contracte. Et nous, ce qu'on regarde, c'est d'abord la propagation du signal qui va entraîner la contraction du muscle. Alors voilà les résultats expérimentaux. Donc quand on mesure sur les capteurs à droite et à gauche, on obtient ce type de signal. Donc ici, c'est donné en champ, en valeur en nanotesla, en fonction du temps. On commence ici à 5 millisecondes, donc c'est un signal qui arrive, qui commence typiquement quelques millisecondes après la stimulation. Et on voit en effet qu'on a un signal biphasique qui a une polarité qui se retourne quand on regarde d'un côté et de l'autre. Donc en effet, on voit par cette mesure qu'on a mesuré les courants axiaux qui ne sont pas accessibles par mesure électrique. Et l'amplitude des signaux qui sont obtenus, c'est typiquement à peu près 2 nanotesla pic à pic. Alors on réalise également un certain nombre de contrôles expérimentaux pour vérifier le signal. Le premier contrôle, pour connaître l'origine, pour vérifier qu'on a bien un signal magnétique et qu'on n'a pas un couplage électrique parce que le capteur ne serait pas bien isolé, c'est de couper le signal de notre capteur. Donc, si on ne met plus de courant dans le capteur, s'il y a un court-circuit électrique, on va avoir quand même une réponse. S'il est bien isolé, on n'aura pas de réponse. Donc là, on a un bon contrôle, le signal s'éteint, donc c'est bien un signal magnétique. On vérifie aussi la nature vectorielle du signal en tournant le capteur de 90 degrés. Quand on est à 90 degrés, on n'est plus sur l'axe de sensibilité du capteur. Et en effet, là encore, le signal disparaît quand on est en position orthogonale, tandis qu'on avait le signal en position parallèle. Le dernier contrôle, c'est un contrôle de pharmacologie sur lequel on va utiliser du curare. Donc le curare, il va bloquer les récepteurs synaptiques, c'est-à-dire qu'on continue à envoyer
une impulsion électrique, mais le potentiel d'action ne va plus se propager. Alors, en effet, quand on met du curare, on perd le signal, mais c'est un effet qui est réversible, donc on peut rincer la solution, et après rinçage, on retrouve à nouveau le signal. Donc on vérifie bien la nature biologique du signal. Donc, pour faire le résumé de l'expérience, donc on a une expérience où on a fait la première mesure locale d'un champ magnétique biologique avec des capteurs GMR. Grâce à cette mesure, on a accès aux courants axiaux et on a accès à la direction de propagation du potentiel d'action. Et par ailleurs, ce qui est illustré ici, je ne l'ai pas détaillé, mais on a fait la modélisation, l'équipe de GIF a fait la modélisation du signal qui était attendu à la fois en temporel et en amplitude. Et donc c'est ce qui est montré ici en rouge, et on voit qu'on a un très bon accord entre l'expérience et la simulation. Donc ça, c'est un travail qui a été publié il y a à peu près 2 ans. Et dans la dernière partie, je voudrais vous parler d'expériences un petit peu plus récentes. On a fait des mesures locales, cette fois-ci sur un signal neuronal. Donc, c'est une collaboration réalisée, des expériences réalisées avec l'équipe de Pascal Fries au Ernst-Strungman Institute à Francfort. Donc, dans cette expérience, c'est une expérience in vivo, où le principe, c'est de s'approcher au plus près des neurones pour arriver à mesurer une réponse collective de neurones exposés à un stimulus. Alors pour cela, on va faire une mesure dans le cortex, en particulier dans le cortex visuel. Ça, c'est une représentation, c'est une coupe d'un cortex visuel où on voit les sillons. Si on se rapproche un petit peu, le cortex visuel est constitué d'un certain nombre de neurones, différentes populations de neurones, et en particulier des neurones dits pyramidaux qui sont alignés. Et donc, si on a un certain nombre de neurones pyramidaux qui vont répondre à un stimulus et donc avoir une activité électrique, on va s'attendre à avoir un champ magnétique créé par ces neurones parallèlement à la surface du cortex. Donc dans ce système, on a à la fois donc, des neurones alignés, une réponse collective, un champ parallèle à la surface du cortex, et on a besoin de développer une sonde particulière qui va contenir des capteurs magnétiques, mais qui va être réalisée d'une façon qui va permettre une insertion dans les tissus en minimisant les dommages. Donc on va faire une sonde très fine, avec une pointe, et avec des capteurs GMR sur la pointe du capteur. Alors cette sonde, on l'a appelée magnétrode, comme un équivalent magnétique des électrodes. Ça, c'est une photographie en vue large. Et donc, il y a une petite pointe qui contient les capteurs. Ici, vous avez une représentation, une image qui a été faite en microscopie électronique à balayage, où on voit les 2 capteurs là, qui sont présentés en couleur violette, avec leur contact, pour faire les mesures. Donc, les dimensions de la sonde sont petites. Hein. On a typiquement une sonde qui fait 200 microns de large, et là, ici, environ 200 microns d'épaisseur. On fait actuellement des sondes qui font 25 microns d'épaisseur, pour être encore plus fines. Typiquement, c'est les tailles des électrodes qui sont utilisées dans les mesures électriques les plus grosses. Donc ça permet une insertion dans les tissus avec une réponse neuronale. Donc ensuite, on va mesurer les caractéristiques de la sonde, donc elles sont présentées ici. Donc on a bien une réponse avec une certaine sensibilité. Et si on évalue les caractéristiques de limite de détection, on voit qu'on est de l'ordre de quelques nanotesla suivant la fréquence qu'on mesure. Alors le schéma d'expérience est le suivant. Donc l'expérience est réalisée in vivo dans le cortex visuel primaire du chat anesthésié. Donc la mesure est faite avec une électrode qui va nous servir de signal de référence et avec notre magnétrode donc, qui est disposée à peu près au même endroit. Donc dans l'expérience, on va faire un stimulus visuel, c'est-à-dire qu'on va montrer une lumière bleue de durée variable, donc directement sur l'œil de l'animal, et donc on va enregistrer la réponse neuronale qui va se produire dans le cortex visuel. Donc la durée du stimulus, elle est variable, en moyenne environ 1 millier de fois pour augmenter la taille du signal mesuré, enfin le rapport signal sur bruit. Et on a un délai entre chacun des stimulus qui est un petit peu variable, mais qui est de l'ordre de la seconde. Alors voici les résultats. Donc tout d'abord,
ça, c'est le signal qu'on mesure avec l'électrode. Donc ça va nous permettre d'avoir un signal de référence. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le potentiel électrique mesuré sur l'électrode en fonction du temps. Donc, le signal lumineux, il est présenté pendant l'intervalle ici qui est représenté par le rectangle bleu. Donc ça, c'est pour un stimulus qui dure 100 millisecondes. Ça, pour un stimulus qui dure 500 millisecondes. Donc déjà, ce qu'on observe, c'est qu'une trentaine de millisecondes après l'exposition à la lumière, on va avoir une forte réponse neuronale qui est biphasique. Et puis quand on coupe la lumière, on va avoir une deuxième réponse neuronale. Donc ça correspond au fait que les neurones vont enregistrer qu'il y a une lumière qui est présentée. Ils enregistrent également que la lumière est éteinte. C'est le changement qui provoque la réponse, la deuxième réponse neuronale. C'est un peu plus visible lorsque le stimulus est un peu plus long, où effectivement, clairement, on a cette première réponse, et puis, après l'arrêt du stimulus, la deuxième réponse. Et voici l'enregistrement qu'on a pu effectuer avec notre sonde magnétique. On voit, alors la sonde est plus bruitée, mais ce qu'on voit, c'est qu'on a également une réponse neuronale importante, qui est encore plus visible sur le stimulus à 500 millisecondes, et en effet, on voit une réponse à l'onset et à l'offset de l'exposition au stimulus. Donc avec cette expérience qu'on a publiée l'année dernière, on a eu le premier enregistrement local in vivo d'une réponse neuronale, de la signature magnétique d'une réponse neuronale. C'est également la preuve de concept qu'on peut utiliser ce type de sonde pour faire une instrumentation, pour aller étudier in vivo les réponses neuronales. Et donc ceci m'amène à mes conclusions. Donc à travers cet exposé, je vous ai montré que l'électronique de spin était un principe qui était utilisable pour réaliser des capteurs magnétiques qui sont sensibles, qui sont intégrables et jusqu'à des tailles microniques et qui vont fonctionner sur une large gamme de températures. Ce sont donc des capteurs qu'on peut utiliser pour mesurer l'activité naturelle ou induite des systèmes biologiques. Et d'une manière plus générale, je voulais revenir sur ce point, c'est que la mesure du champ magnétique, c'est une mesure sans contact, qui est quantitative, qui est vectorielle, et donc qui donne accès au fonctionnement de nombreux systèmes. Et puis, qu'il n'y a pas de capteur universel, et que finalement, quelle que soit la grandeur qu'on va mesurer, que ce soit le champ magnétique ou autre, on doit penser chaque capteur et le développer et l'adapter en fonction de l'application visée. Et c'est ça qui va permettre de développer des nouvelles instrumentations pour des systèmes qui peuvent être aussi complexes que des systèmes biologiques. Et je voudrais terminer par les remerciements sur les personnes qui ont contribué à ce travail. Donc l'équipe au CEA, donc les chercheurs Claude Fermont, Aurélie Solignac, Grégory Canis, Gérald Le Goff et Elodie Paul pour les aspects plus techniques, systèmes et microfabrication. Les thésards qui ont travaillé avec moi sur les différents projets, Chloé Chopin, Vincent Trochsec, Laure Caruso, Atish Polovi, et les postdocs qui ont aussi accompagné les expériences que je vous ai montrées, les collaborateurs donc à l'Université d'Aalto, au CNRS à GIF et à Francfort, et je vous remercie beaucoup pour votre attention. On a le temps pour une ou deux questions. Allez-y. Je ne sais pas si vous pouvez remettre la lumière. Est-ce qu'il y a des questions? Qui c'est qui se lance le premier? Moi j'en avais une, c'est par rapport aux fréquences dont tu parles. Les fréquences biologiques, hein. Tu dis que ça va en dessous du hertz jusqu'à quelques kilohertz. C'est quoi les cas extrêmes, ça? Parce que... Alors, le cas extrême, en fait, c'est le potentiel d'action. Le potentiel d'action, c'est vraiment l'unité de base de la cellule. C'est-à-dire que dans un neurone, le signal qui est transporté par un neurone, c'est un potentiel d'action. Et les temps caractéristiques, c'est la milliseconde. Donc voilà, on va être dans le kilohertz. Et ça va être l'unité la plus petite. Ensuite, quand on regarde
par exemple, le signal neuronal de réponse à un stimulus, on va avoir beaucoup de neurones qui répondent en même temps. Ils ne sont pas tous synchronisés, donc on va avoir un signal qui s'étale. Et effectivement, si on regarde un peu les échelles de temps, là on est en secondes. Donc là, on a des signaux, on va être typiquement sur des dizaines de hertz à peu près de signaux. Et on a, dans le système neuronal, on va avoir différents rythmes cérébraux qui vont être les ondes alpha, les ondes gamma, etc., qui ont des fréquences caractéristiques. Et typiquement, c'est des centaines de hertz. Ou quelques hertz, on va dire entre quelques hertz et quelques centaines de hertz suivant les gammes de fréquences. Il n'y a rien qui va plus vite ou moins vite en biologie. Alors plus vite sur les courants ioniques, pas à ma connaissance. Après, moins vite, ça dépend de ce qu'on intègre comme processus. On peut avoir des choses qui sont oui, de l'ordre du hertz ou quelques hertz quand on a des choses plus complexes. Ouais, Bruno, vas-y. Ouais, j'ai une question. Merci beaucoup Myriam pour cette présentation très pédagogique. L'introduction était vraiment magnifique. C'est une question un peu pour le médical. Est-ce qu'on pense que l'on aura, parce que passer le bon du médical avec les médecins, c'est pas toujours évident de travailler avec eux, est-ce qu'on pense qu'on aura un protocole pour déterminer des pathologies, des choses dégénératives, en particulier au niveau des nerfs ou autres? Vous pensez que ça peut servir? Oui, alors c'est déjà le cas avec, en particulier sur les mesures non invasives, il y a des capteurs qui peuvent être utilisés pour la mesure neuronale dans des expériences qui sont des expériences de magnétoencéphalographie où on enregistre les rythmes cérébraux avec des capteurs à l'extérieur de la tête. Et il y a toute une littérature sur le cerveau sain et le cerveau pathologique. Donc en particulier, de regarder comment se font les mécanismes lorsqu'on va avoir des phénomènes de maladie de dégénérescence et quelles sont les modifications dans les processus cognitifs. Donc ça, c'est des techniques qui sont déjà utilisées. Après, sur les techniques invasives, c'est plus compliqué parce qu'évidemment, l'invasif est très très limité dans l'application pour l'homme. On peut l'utiliser sur du modèle animal, ça c'est sûr. Donc c'est déjà, ici ce qui est important, c'est que ces techniques-là, on parle de choses qui permettent de regarder les processus dynamiques, en temporel. Donc de voir s'il y a des vitesses de propagation de l'information qui sont dégradées, par exemple, ce qui peut être le cas dans certaines dégénérescences ou autres. Et puis une autre question, parce que c'est quand même une forme de théorie des lignes magnétiques, je vais dire, si je peux me permettre. Comment vous gérez les échos des signaux de manière générale sur un nerf, sur une fibre? Vous les filtrez ou vous les détectez? Est-ce qu'il y a un phénomène d'écho dans cette physique-là? Vous voyez, quand ça part dans les deux sens, à un moment ça arrive au bout et ça revient. Qu'est-ce que vous avez au milieu? Non, ça ne revient pas. Non, il n'y a pas d'écho en fait. C'est-à-dire que la propagation, elle se fait, par exemple, sur le système du muscle. C'est un potentiel d'action. Donc en fait, on va vraiment, on va avoir des ions qui vont passer à travers les membranes et qui vont, on va avoir donc des courants ioniques et qui vont se déplacer physiquement jusqu'au bout. Et quand on arrive au bout, sur chacune après, les potentiels ioniques se rééquilibrent. Donc on va retrouver l'équilibre des populations ioniques à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Et quand c'est arrivé au bout, on retrouve l'équilibre, mais ça ne revient pas. Après, le processus va être différent, c'est-à-dire que ça entraîne la contraction, et donc ça va entraîner tout le phénomène de repli du muscle sur lui-même, mais on n'a pas ça ne revient pas. J'étais en théorie des lignes de base, je vais oui. voir plein de... Non, on n'a pas d'écho. D'accord, ok, je vous remercie. Bien, bon, le temps file, donc on va s'arrêter là, vous serez plus loquace la prochaine fois, c'était la rentrée, je compte sur vos questions un peu plus actives. Les étudiants, n'ayez pas peur, vous pouvez descendre aussi, ceux qui sont tout en haut, là, on ne mangera pas tout en haut. Et voilà, pour les prochaines... La prochaine fois, c'est dans pas très longtemps, c'est le 8 octobre, c'est ça, le 9. Alors, vous vérifierez sur le site, c'est un mardi, de toute façon. Et on parlera de cosmologie, de choses complètement différentes. Bon, merci une dernière fois, Myriam.